D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend à une précision quasi mathématique. Enfin, c'est presque de l'ingénierie, quoi. C'est vrai, oui. Une personne a le bras cassé, on fait une radio, on voit une fracture nette, et le chirurgien dit juste, voilà, le problème est là, on répare. Exactement. Mais quand la fracture est d'ordre psychologique, quand on parle d'une emprise destructrice ou de violence qui laisse vraiment aucune échymose, bah, la belle machine à rayons X, elle montre absolument rien. Et là, le système bloque. Et c'est toute la tragédie de ce type de violence, en fait. Ouais. On demande à des personnes qui sont profondément traumatisées de prendre une souffrance super intime, souvent indicible, et de la transformer dans un langage d'une froideur absolue. Je veux dire, le langage du droit pénal et civil. Et c'est exactement le cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans une montagne de documents, des textes de loi du ministère de la Justice, des protocoles de l'Ordre des médecins et même des stratégies d'experts en psychologie clinique comme Pascal Couderc. Un programme bien chargé, oui. Ah ça oui. Notre mission, c'est vraiment de comprendre comment transformer ce cauchemar psychologique, ce qu'on appelle souvent, dans le langage courant, la relation avec un pervers narcissique, en un vrai plan de bataille légal et stratégique. Parce que fuir, c'est souvent juste le début du parcours du combattant. C'est ça, quitter le domicile, c'est que l'échauffement. La vraie guerre d'usure, elle va se jouer au tribunal. Et c'est là que je suis ravie de vous avoir avec nous pour démêler tout ça. Merci, je suis très content d'être là. Et justement, la première erreur fatale que font la majorité des victimes dans ces couloirs de tribunaux, c'est d'utiliser le vocabulaire de la psychologie de comptoir. Ah oui, parlons-en de ce grand décalage. C'est fou à quel point le grand public a intégré ce terme. On entend pervers narcissique partout pour décrire n'importe quel ex un peu égoïste. Oui, c'est devenu un mot fourre-tout. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment quand quelqu'un arrive devant le juge aux affaires familiales et pose cette étiquette sur la table pour se défendre? Alors là, c'est un désastre stratégique. Il faut savoir que le terme pervers narcissique n'a strictement aucune existence dans le code pénal ou le code civil français. Vraiment aucune? Aucune. C'est pas une infraction. C'est même pas un diagnostic psychiatrique officiel reconnu par les manuels comme le DSM. Donc, arriver devant un magistrat en disant «mon ex est un pervers narcissique», c'est tendre un bâton gigantesque à la défense pour se faire battre. Parce que l'avocat adverse va sauter sur l'occasion. Bah évidemment, il va regarder le juge et dire «bah regardez, madame ou monsieur essaye de psychiatriser une séparation qui est somme toute banale, c'est juste de la rancœur». Ah ouais, le piège classique. Fait passer la victime pour la personne folle ou obsédée. C'est la stratégie de défense habituelle, oui. On décrédibilise la parole en disant que la personne lit trop de trucs sur Internet et n'accepte pas la rupture. Le juge, il faut bien comprendre qu'il n'est pas thérapeute. Non, c'est sûr. Il a des centaines de dossiers de divorce conflictuels à traiter par mois. Si on lui amène des concepts abstraits au lieu de faits concrets, il va juste classer ça dans la catégorie conflit mutuel et passer au dossier suivant. C'est un peu, enfin, c'est comme essayer de faire arrêter quelqu'un par la police en disant cet individu est fondamentalement méchant. Voilà, c'est exactement ça. La police, elle s'en fiche. Elle peut pas arrêter quelqu'un pour sa personnalité. Elle intervient seulement s'il y a un délit, comme, je sais pas, griller en feu rouge à 130 km/h. Le vrai défi pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre comment traduire cette méchanceté en excès de vitesse juridique. Eh bien, cette traduction juridique, le législateur a fini par la créer, heureusement. L'avancée majeure, elle date de 2010, avec la création du délit de violence psychologique au sein du couple. C'est l'article 222-33-2-1 du Code pénal. D'accord, donc là, on a un vrai texte. Tout à fait. Et là, la justice ne cherche plus du tout à savoir si l'auteur a une structure de personnalité narcissique. Elle s'en moque. Elle va regarder une mécanique précise. Est-ce qu'il y a des propos ou des actes répétés? Ouais. Et surtout, est-ce que ces actes ont pour conséquence de dégrader les conditions de vie de la victime au point d'altérer sa santé physique ou mentale? Ok, donc c'est vraiment le lien de causalité qui compte. On arrête avec les adjectifs du genre il est manipulateur et on prouve des verbes, des actions. Mais dans nos sources, on a aussi beaucoup vu la notion d'abus de faiblesse, non? Oui, l'abus de faiblesse, c'est une autre arme redoutable. Ça sanctionne l'exploitation d'un état de suggestion psychologique. En clair, on prouve que l'auteur a utilisé des pressions graves pour forcer la personne à prendre des décisions qui la ruinent ou la mettent en danger. Financièrement, socialement, tout ça. Exactement. Mais bon, encore une fois, ça demande des preuves matérielles vraiment écrasantes. Ce qui m'amène à un paradoxe terrifiant, honnêtement. Pour rassembler ces preuves, pour monter un dossier et porter plainte, il faut une énergie mentale de dingue. Il faut être hyper proactif. C'est clair. Or, la définition même de l'emprise, c'est d'être tétanisé. C'est d'être isolé, dans un brouillard mental complet, incapable de se défendre,
Comment la justice peut protéger quelqu'un qui a même plus la force d'appeler à l'aide? C'est un angle mort que le droit a ignoré pendant très longtemps. Jusqu'à très récemment, une victime qui arrivait aux urgences en miettes psychologiquement, mais qui refusait de parler à la police par peur des représailles, elle rentrait chez elle avec son bourreau. Waouh! Et le médecin pouvait rien faire. Rien du tout. Le médecin était pieds et poings liés par le secret médical. C'était un sanctuaire inviolable. S'il parlait au procureur, sans l'accord du patient, il risquait des sanctions disciplinaires et même pénales. Ah ouais, le cauchemar. Mais ça, c'est terminé maintenant, si je me souviens bien des documents. Oui, c'est terminé. En juillet 2020, la modification de l'article 226-14 du Code pénal a provoqué un vrai séisme. Aujourd'hui, un médecin a le droit de lever le secret médical et de signaler les faits au procureur, et ça, même sans l'accord de la victime. Alors, je dois admettre un truc. Sur le papier, ça me heurte un peu. Enfin, c'est presque une forme d'infantilisation, non? On retire à la victime le dernier espace de contrôle qu'elle avait. C'est pas une violation dramatique de la confiance avec le médecin? C'est une objection super légitime. D'ailleurs, ça a divisé les médecins quand la loi est passée. Mais il faut vraiment comprendre la réalité clinique de l'emprise. C'est-à-dire? L'emprise, c'est pas juste de la peur ou de l'influence, c'est un piratage complet du libre arbitre. La contrainte morale est tellement forte que la victime adopte le point de vue de son agresseur. Elle se sent coupable, elle pense mériter les coups, ou elle est persuadée qu'elle va mourir si elle fuit. Ah, je vois. Donc le raisonnement de la justice, c'est de dire respecter le choix du patient, c'est un non-sens, puisque ce choix n'existe plus en réalité. Exactement. C'est la logique du vade-mecum de l'ordre des médecins. Le signalement devient une sorte de bouée de sauvetage qu'on lance à quelqu'un qui se noie et qui a oublié comment nager. C'est une image forte. Mais j'imagine que c'est très encadré. Très strictement, oui. Il faut deux conditions en même temps. Un danger immédiat pour la vie de la victime et une situation d'emprise avérée. Le médecin doit toujours essayer d'avoir l'accord de la personne d'abord, Bien sûr. mais si ça marche pas, il a le devoir de l'informer qu'il va faire un signalement pour la sauver. Il y a un autre truc fascinant dans les sources médicales, un dispositif un peu méconnu mais que je trouve brillant, c'est le recueil de preuves sans plainte dans les hôpitaux. C'est littéralement une capsule temporelle juridique, non? C'est une excellente définition. Imaginons une personne qui arrive aux urgences. Elle sait qu'elle subit des violences, mais l'idée de déclencher un ouragan avec la police, les avocats, la fureur de son conjoint, c'est une montagne impossible à franchir selon le moment. Ce qui est totalement compréhensible. Avant, toutes les preuves étaient perdues. Aujourd'hui, avec ce dispositif, les soignants vont en fait geler la scène de crime psychologique. Donc ils documentent tout mais sans forcer la machine répressive à se mettre en route. Voilà. Ils l'examinent de la tête aux pieds. Et pas que pour des bleus. Ils évaluent le stress post-traumatique, la perte de poids, la perte de cheveux due à l'anxiété, les insomnies sévères. Tout l'impact invisible en fait. C'est ça. Et ils peuvent rédiger un certificat d'incapacité totale de travail, une ITT, basé uniquement sur ce ravage psychologique. Ces documents sont scellés, conservés de façon ultra sécurisée, et le jour où la personne est prête, genre 6 mois ou 2 ans plus tard, le dossier est là, inattaquable. C'est une vraie soupape de sécurité. Mais bon, imaginons que le point de rupture soit atteint. Le signalement est fait, la victime agit. L'agresseur va se rendre compte qu'il perd le contrôle. Et là, c'est la zone de danger absolue. C'est le moment le plus critique, oui. Vu la lenteur de la justice, comment on met une barrière physique en urgence alors qu'il n'y a même pas encore de procès ou de divorce en cours? La réponse, c'est l'ordonnance de protection, qui est délivrée par le juge aux affaires familiales, le fameux JAF. La loi a compris l'urgence. Maintenant, le juge a un délai maximum de 6 jours pour rendre cette ordonnance. 6 jours, c'est rapide pour la justice. Et pour les cas d'urgence absolue, on a même l'ordonnance provisoire de protection immédiate, délivrée en 24 heures, sans même convoquer l'agresseur. Ah ouais, 24 heures. Mais concrètement, quelles mesures le juge prend pour extraire la victime de la ligne de tir? Des mesures très coercitives. Le juge peut ordonner que le logement commun soit attribué à la victime. L'agresseur est expulsé de son propre domicile. D'accord. Il y a aussi l'interdiction totale de contact et même la dissimulation de la nouvelle adresse. La victime peut être domiciliée juridiquement chez son avocat, pour empêcher l'autre de la traquer via les impôts, la sécu. Et pour faire respecter ça? Parce qu'un papier s'arrête pas à une balle ou un coup, il y a la technologie, non? Le téléphone grave danger ou le fameux bracelet anti-rapprochement. Oui, le BRR. C'est géolocalisé. Si l'agresseur franchit un périmètre d'exclusion autour de la victime, bam, une alerte part à un centre de contrôle qui envoie tout de suite la police. C'est fou. Ces ordonnances, elles durent souvent 6 mois, renouvelables.
C'est vraiment le sas de décompression vital pour briser l'emprise physique. Sauf que ce sas, c'est juste le début du marathon. Parce qu'une fois en sécurité, il faut constituer le gros dossier pour le divorce ou le pénal. Et c'est là que les choses se compliquent. Ouais, faut rassembler des attestations, des relevés bancaires et surtout la pièce maîtresse du harcèlement. Les SMS, les emails, les vocaux. Et là, gros avertissement dans les notes du cabinet Coparéo, ils disent que la pire erreur, c'est d'arriver avec une pile de captures d'écran. Pourquoi ça vaut rien une capture d'écran, Sam? Parce que pour un avocat de la défense à minimum habile, une capture d'écran, c'est du pain béni. L'article 1366 du Code civil dit qu'un écrit électronique a de la valeur seulement si on peut garantir qui l'a écrit et si le contenu est intègre. Donc non modifiable. Voilà. Avec une capture, l'avocat adverse va juste dire « Ah mais c'est un montage ». Le contexte a été effacé, le numéro a été usurpé, et le doute, ça profite toujours à la défense. D'accord. Donc on fait comment pour verrouiller un SMS et que ça devienne irréfutable? Il faut figer la preuve. On peut payer un commissaire de justice, un ancien huissier, pour retranscrire le téléphone. Mais bon, ça coûte cher. Et ça prend du temps. Exactement. Sinon, aujourd'hui, on a des solutions technologiques certifiées, comme Coparéo par exemple, qui permettent de sceller les messages de manière cryptographique. Ah, intéressant. L'outil capture le texte, mais surtout les métadonnées, l'horodatage PCI de l'opérateur et crée une empreinte numérique inaltérable. Là, l'excuse du « c'est pas moi qui écris ça », elle s'effondre direct devant le juge. Ok, donc l'écrit c'est réglé. Mais alors, il y a un truc qui me rend folle dans la jurisprudence. On a affaire à des profils Dr Jekyll et Mr Hyde. Des gens brillants en public et des monstres à huis clos. Tout à fait typique. Téléphone dans la poche. Sauf que le droit civil rejette ça au nom de la loyauté de la preuve. C'est d'une hypocrisie folle. On demande de prouver l'invisible, mais on interdit le seul outil pour le capter. Je vous comprends, cette frustration est vraiment au centre du drame dans les affaires familiales. C'est un terrain miné. Il faut vraiment séparer les deux tribunaux. Au pénal, devant le tribunal correctionnel, la preuve est libre. Un enregistrement clandestin passe sans problème. D'accord. Mais devant le juge aux affaires familiales, donc au civil, l'enregistrement caché est théoriquement irrecevable. C'est déloyal. Donc le juge ferme les yeux et on perd tout? Pas toujours. Et c'est là qu'un excellent avocat fait la différence. La Cour de cassation a récemment ouvert une petite brèche. Ah, laquelle? Le juge peut accepter l'enregistrement si et seulement si c'est l'unique moyen absolu de prouver l'emprise, et si c'est pour protéger un intérêt supérieur, comme la vie des enfants. C'est un sacré pari quand même. Un pari ultra risqué, parce que si le juge estime que c'était pas indispensable, non seulement il jette la preuve, mais la victime passe pour une manipulatrice qui espionne son ex. C'est terrible. Ce qui nous amène au piège du comportement devant le juge. L'une des armes de l'abuseur, c'est la provocation pure. Inonder l'autre de messages ignobles jusqu'à ce que la victime craque et réponde agressivement. Et le piège se referme direct. L'agresseur va imprimer cette unique réponse agressive et la montrer au juge hors contexte. Et le juge, qui a que 10 minutes pour lire le dossier, il voit quoi? Il voit plus un prédateur et sa proie. Il voit un conflit parental classique où deux adultes se déchirent. C'est pour ça que la victime doit avoir une maîtrise d'elle-même surhumaine, ne jamais répondre à la provocation. Rester de glace, en gros. C'est ça. Le juge, il veut des dates, des faits, des constats scellés. Les dossiers de 500 pages avec des ressentis et des plaintes vagues, ça dessert systématiquement la victime. Cette froideur, elle est super importante quand on touche au terrain de jeu favori de l'abuseur, le divorce et les enfants. Pascal Couder qui est hyper clair là-dessus. Face à un profil destructeur, le divorce par consentement mutuel, le truc à l'amiable, c'est une erreur fatale. Mais pourquoi? La médiation, ça a l'air sain pourtant. La médiation, ça suppose que les deux personnes sont honnêtes et veulent trouver un compromis. Ce qui n'est pas le cas ici. Pas du tout. L'objectif de ce type de profil, c'est pas de divorcer, c'est de maintenir le contrôle. La table de médiation, c'est juste un nouveau scène de théâtre gratuit pour faire traîner la procédure, épuiser l'autre, souffler le chaud et le froid. Alors on fait quoi, allez? Les experts conseillent le divorce contentieux direct. Par exemple, pour altération définitive du lien conjugal. Au bout d'un certain temps, le divorce s'impose, sans avoir à négocier l'accord de l'autre. Et le pire moyen de chantage là-dedans, c'est les enfants. Souvent, des parents qui s'en fichaient pendant le mariage réclament d'un coup une garde alternée à 50-50. Oui, et ça n'a souvent rien à voir avec l'amour des enfants. Déjà, financièrement, avec un 50-50 strict, les juges annulent souvent la pension alimentaire. Ah, l'argent, évidemment. Et puis, c'est l'outil de harcèlement parfait. La garde alternée demande une logistique permanente, les devoirs, le médecin, le judo. Ça fait 1000 prétextes par semaine pour contacter la victime, la critiquer, s'immiscer dans sa vie. Avec le risque effrayant de l'aliénation parentale.
Ou on manipule l'enfant pour qu'il déteste l'autre parent. Mais comment on contre cette demande de garde devant le juge sans passer pour le parent possessif et hystérique? C'est de la haute voltige. Les juges adorent la garde alternée en principe. L'erreur absolue, c'est d'attaquer ce principe. Si on dit « ça va détruire mon enfant à cause de son père ou sa mère », le juge entend juste « je refuse la coparentalité ». Ok, donc on attaque sur quoi? Sur les faits d'exécution, on amène des preuves froides de l'incapacité objective de l'autre. Les SMS qui prouvent qu'il a annulé ses week-ends à la dernière minute 50 fois, le refus de signer pour le psy de l'enfant, les dénigrements documentés. Des actes, pas des critiques sur la personne. Ouais. D'ailleurs, en voulant prouver que l'autre a un problème, plein de victimes demandent une expertise psychiatrique de l'ex, en se disant le psy va bien voir que c'est un pervers narcissique. Sauf que les sources disent que c'est un vrai suicide judiciaire, hein. Pourquoi? Parce que ces profils sont des caméléons sociaux. L'expertise, ça dure 1 heure, allez 2 heures. C'est hyper court. L'agresseur arrive en costume, détendu, coopératif, et se fait même passer pour la victime d'un conjoint instable. De l'autre côté, vous avez la vraie victime, épuisée par des années de terreur, privée de sommeil, morte de peur de perdre ses enfants. Elle va arriver en panique totale. Voilà, elle est émotive, désorganisée. Et l'expert, sur cette simple heure de rendez-vous, il va conclure que la personne instable, c'est elle. Ça se retourne contre la victime de manière dévastatrice. C'est vertigineux. On demande à quelqu'un de complètement broyé d'avoir la rationalité d'un joueur d'échecs au moment où elle est la plus vulnérable. C'est pour ça que la justice essaie de s'adapter avec des évaluations personnalisées des victimes pour mesurer ce niveau de terreur hors du cadre répressif pur, pour pas lâcher les gens en route. Bon, pour conclure ce décryptage hyper dense, faut quand même rappeler que les sanctions pénales existent et elles rigolent pas. 3 à 5 ans de prison pour harcèlement et violence psychologique. Et si ça pousse la victime au suicide, ça peut monter à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le chemin parcouru depuis les années 2010 est vraiment colossal. On arrive à sanctionner l'invisible, à donner du poids à des petits détails du quotidien. C'est vrai. Mais tout ça, ça m'amène à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on le voit, le droit français découpe cette violence en morceaux. On doit prouver un SMS par-ci, un acte d'isolement par-là. On compte littéralement les gouttes d'eau. C'est une bonne métaphore. Sauf que, face à l'emprise, c'est pas la goutte d'eau qui noie la victime. C'est vraiment l'océan de contrôle continu. Au Royaume-Uni, par exemple, ils ont créé une infraction qui s'appelle le contrôle coercitif. Ça permet de juger toute la dynamique, l'enfermement global, au lieu de ramasser les miettes une par une. C'est très différent en effet. Et je me demande vraiment si c'est pas ça, la prochaine grande révolution qui attend nos tribunaux. Bref, il y a de quoi réfléchir. Merci d'avoir plongé dans ces méandres avec nous aujourd'hui. Et à très vite pour un prochain décryptage.